Zoom DV Réunion, le thème du jour. La PCH. La PCH, les volets. Et après, en deuxième partie, on Voilà. parle de la PCH parentalité. Samantha avait une question aussi. Bonjour. Bonjour. Je connais quelqu'un. Il a déjà fait des demandes de PCH à plusieurs reprises. Et la dernière fois, il avait fait une demande, il a retenté le coup. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont bien délivré une carte d'invalidité mention cécité. Mais malgré ça, la PCH a été refusée et il n'y a pas de raison. On ne sait pas pourquoi. C'est pas normal. Alors, je vais vous expliquer ce qui peut arriver quelquefois. Je vais vous en parler, je vais vous parler de la PCH. Alors, je vais peut-être vous faire un petit rappel de ce que c'est que la PCH rapidement, mais pour que vous sachiez, puis pour que vous compreniez bien que quelquefois c'est pas toujours évident parce que même au niveau législatif, c'est pas ça peut expliquer pourquoi ce monsieur on lui refuse. Je vais vous parler déjà en gros de la PCH et puis après je répondrai à vos questions et puis on pour éclaircir un petit peu des points. D'accord? Donc la PCH, elle découle de la loi de 2005. Elle était destinée à remplacer l'allocation compensatrice pour tierces personnes, la CTP. Alors les personnes qui percevaient la CTP continuent de la percevoir si elles le souhaitent, si elles n'optent pas pour la PCH. Mais depuis 2005, toute nouvelle demande, c'était obligatoirement la PCH. Voilà, la prestation de compensation du handicap. Alors la prestation de compensation du handicap, c'est donc une aide personnalisée qui est destinée à financer les besoins qui sont liés à la perte d'autonomie dans 4 domaines. La mobilité, l'entretien personnel, la communication, les relations avec autrui. Donc, il faut bien savoir que c'est une allocation, une prestation qui est faite aussi pour toutes sortes de handicaps, que ce soit les handicaps sensoriels, handicaps psychiques, handicaps moteurs, voilà. Donc, c'est destiné à couvrir tout ce qui est lié à la perte d'autonomie. 6 éléments. Il y a donc les aides humaines. C'est les aides humaines qui sont le premier volet, qui sont nécessaires pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Alors, il faut bien savoir que la plupart du temps, quand on fait la demande, ce qui est très important, c'est que là, ils vont évaluer l'aide à la personne, la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Mais ça veut dire que les actes essentiels, c'est pas faire le ménage. Si vous mettez que vous avez besoin d'aide pour faire le ménage, ça va pas fonctionner. Ils vont vous renvoyer sur l'aide ménagère. D'accord? C'est l'aide à la personne. Alors, c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap visuel, c'est pas évident parce que pour évaluer, si vous voulez, une personne en situation de handicap visuel, là, je parle même pas de cécité, mais même quelqu'un de malvoyant, souvent, c'est une personne qui arrivera quand même à faire sa toilette, qui arrivera quand même à s'habiller, voilà. Donc, c'est là que c'est un petit peu complexe quand on est hors du forfait cécité. Alors, ce que je voulais vous dire également, c'est que la prestation de compensation du handicap, les critères d'éligibilité, ce ne sont pas forcément la carte d'invalidité, bien que souvent, mais les critères, c'est qu'il faut avoir dans les actes essentiels de la vie quotidienne 2 difficultés graves ou une difficulté absolue. Et ça, c'est dans le questionnaire médical que ça va être indiqué. D'où l'importance de bien faire remplir son certificat médical et de bien savoir que le médecin ne mette pas que la personne fait bien tout partout. Parce que dans ces cas-là, on ne va rien lui donner. D'accord? Alors, c'est vrai que pour les personnes en situation de handicap visuel, il faut surtout jouer pour tout ce qui est déplacement. Besoin d'être accompagné pour les déplacements. Et puis, après, tout dépend de la personne, mais dire quand même que la personne a des difficultés aussi dans tout ce qui est lecture, écriture, tri des papiers, accès à… Voilà. Donc, c'est pas évident parce que souvent, les médecins, ils remplissent vite et c'est pas toujours… Dans le cadre du forfait cécité, c'est une spécificité du handicap visuel. Il y a des spécificités pour les handicaps sensoriels, c'est le forfait cécité et le forfait surdité. D'accord? Le forfait cécité, c'est quand la personne a une acuité visuelle inférieure à moins d'un 20e. D'accord? Si bien qu'il y a des personnes, et moi j'en connais, qui ont la carte, la CMI cécité,
mais qui l'ont eu, mais avec, quelquefois, parce que le champ visuel était très réduit, enfin bon, ou tout dépend du médecin qui avait consulté, et qui ont quelquefois un dixième, pardon, pas un dixième, un vingtième, ou entre un vingtième et un dixième, bon, qui ont réussi à avoir cette carte. Effectivement, et c'est peut-être le cas de la personne dont vous me parlez, si le médecin dans la demande, dans la demande de forfait cécité, de PCH forfait cécité, si le médecin indique que la personne a un vingtième ou un dixième à un œil et moins d'un vingtième à l'autre, il n'aura pas le forfait cécité. Parce qu'ils vont se tenir strictement à inférieur à un vingtième. Parce que le problème, c'est que dans les textes, pour le forfait cécité, il n'est indiqué que l'acuité visuelle. On ne fait pas mention du champ visuel. Si bien que, souvent, dans les commissions, voilà, ils s'accrochent à ça pour ne pas donner. Ils disent, ah ben non, la personne, certes, mais dans les textes, on ne parle pas de champ visuel, on ne parle que de l'acuité. Donc, il suffit que la personne ait un vingtième ou plus d'un vingtième pour qu'on ne lui accorde pas le forfait. Nous, on a eu quelques cas comme ça. Il faut que le certificat médical soit bien rempli. Parce que quelquefois, entre un vingtième et moins d'un vingtième, il n'y a pas grande différence. À partir du moment où on a moins d'un vingtième, c'est-à-dire qu'on est atteint de cécité légale, on a le forfait cécité. Normalement, quand on a la cécité, quand on est atteint de cécité légale, on est en droit d'avoir le forfait cécité. C'est la loi. Non, le champ visuel, c'est jamais en vingtième. Les champs visuels, c'est au niveau des degrés. Vous avez les degrés de champ visuel. Alors bon, généralement, quand on a 0 dans un champ visuel, dans le champ visuel central, ou moins d'un vingtième, on est considéré, ou quand on n'a pas du tout dans le champ visuel central, on est considéré comme étant aveugle. Maintenant, bon voilà, mais des personnes qui ont par exemple une rétinite pigmentaire et qui n'ont plus qu'un champ visuel je sais pas moi, à 10 degrés, 5 degrés, même s'ils ont un dixième dans 5 degrés, vous imaginez, enfin, moi c'est ce que j'explique quelquefois aux médecins, je dis écoutez, on peut pas, 5 degrés de champ visuel, on peut même bien mettre que la personne a moins d'un vingtième, parce que on voit dans un trou de serrure, quoi, et encore. Donc on est quand même extrêmement handicapé. Il y a des MDPH qui ont du mal, en dehors du forfait cécité, à accorder des aides humaines. C'est pas parce qu'on n'a pas le forfait cécité qu'on n'a pas droit à des aides humaines. Sauf que là, ce sera des aides humaines qu'il faudra justifier. On est bien d'accord. Il faudra justifier auprès du conseil départemental les sommes qu'on verse, alors que le forfait cécité, il n'y a pas de justificatif. Vous avez votre forfait cécité et vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai qu'il y a des départements qui rechignent à donner des aides humaines en dehors du forfait cécité. Ça veut dire que vous êtes aveugle, mais les malvoyants, ils n'ont pas de problème, quoi. Alors moi, souvent, je me bats avec ça, parce que même en étant malvoyant, on peut avoir, même sans être en état de cécité légale, on peut avoir de grosses difficultés et avoir besoin d'aide humaine. Donc, il faut un peu se battre de temps en temps. Les différents volets de la PCH. Les différents volets, donc on parlait donc de l'aide humaine, donc des forfaits cécité. Il existe aussi un forfait surdité pour des personnes qui ont une perte auditive supérieure à 70 décibels et qui ont recours à une communication adaptée. Alors, vous pouvez effectivement être en état alors, si vous êtes, notamment, il y a des syndromes, le syndrome du Cher qui touche à la fois la vision et l'audition. On a des situations comme ça, des cas. Mais par contre, on ne peut pas cumuler les deux forfaits. Le forfait surdité étant inférieur, si la personne est en état de cécité et en état de surdité, il vaut mieux opter faut mieux demander le forfait surdité. On peut pas cumuler les deux. En revanche, il y a des personnes, moi j'ai des situations de personnes avec un syndrome du Cher, qui ne sont pas encore en état de cécité, mais qui sont effectivement en état de surdité importante. Et puis, du fait qu'ils voient mal également, la langue des signes c'est compliqué, parce qu'ils peuvent pas, ils voient mal, donc dans ces cas-là, ils peuvent avoir le forfait surdité, ils sont un peu plus souples pour le forfait surdité, dans la mesure où ils sont aussi malvoyants. Mais on ne peut pas cumuler les deux. Je vais quand même vous parler maintenant de l'aide à la parentalité, parce qu'en fait, l'aide à la parentalité, elle est quand même liée aux aides humaines. Donc cette aide à la parentalité, c'est tout récent, ça date de début janvier, ouais. Début janvier. Elle est donc allouée aux personnes qui sont qui sont titulaires ou qui ouvrent droit à la PCH ou qui sont déjà titulaires de la PCH. Donc les personnes qui sont titulaires de la PCH et qui ont un enfant alors elle est allouée aux parents d'enfants de 0 à 7 ans. Donc de 0 à 3 ans,
C'est un forfait. Apparemment, il n'y a pas de justificatif à apporter. Donc, de 0 à 3 ans, c'est 900 € mensuels. Et de 3 ans à 7 ans, c'est 450 € mensuels. Alors, si on a plusieurs enfants, on prend l'enfant le plus jeune, hein, on ne cumule pas. C'est pour chaque parent, Chaque parent si par handicapé. exemple, chaque parent handicapé, c'est-à-dire que dans un couple, si les deux parents sont handicapés, et notamment, par exemple, s'ils ont des aides humaines, hein, donc le forfait cécité, ils vont à la fois avoir chacun le forfait cécité et l'aide à la parentalité. Et dans le cas des personnes, ce qu'on appelle les familles monoparentales, hein, à partir du moment où il y a un parent qui est seul avec un enfant, c'est majoré. Donc, c'est 1450 € pour le parent seul jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et puis après, la moitié, hein, jusqu'à ses 7 ans. À cela s'ajoutent des aides techniques pour l'enfant, pour l'achat de matériel spécifique qui est destiné à faciliter le quotidien des parents. Alors, à la naissance de l'enfant, 1400 €, mais c'est d'emblée, hein. Au 3e anniversaire de l'enfant, 1200, et au 6e anniversaire de l'enfant, 1350. L'aide technique, donc, Voilà. même si l'enfant, parce que si l'enfant, il faut que l'enfant soit handicapé ou non? Non, D'accord. non, parce que c'est pour aider les parents dans Les parents. leur quotidien de parents. D'accord. Hein. Voilà. Alors moi, c'est quand même poser la question, si vous voulez, parce que c'est pour les parents en situation de handicap qui bénéficient de la prestation de compensation du handicap. D'accord. Mais moi, j'ai des parents, par exemple, qui n'ont pas le forfait cécité, mais qui ont, par exemple, qui ont eu la PCH au titre des aides techniques, mais qui ont un enfant en bas âge. Alors, on s'est posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont droit à cette aide à la parentalité? A priori, ils n'ont pas d'aide humaine. Hein. Ils ont eu des aides pour les transports, des aides techniques, mais ils n'ont pas le forfait cécité, par exemple. Hein, ils n'ont pas d'aide humaine. Alors, j'ai demandé à notre juriste Maïssa, parce que la question s'est posée. Donc, en fait, on peut demander, dans ce cadre-là, c'est quand même relié aux aides humaines, si vous voulez, mais il faut bien dire que, je vais vous dire exactement ce qu'elle m'a écrit, parce que c'était hier. Hein. Il faut bien insister sur le fait que les parents ont besoin d'être aidés dans leur rôle parental. Donc, on ne parle plus des déplacements, c'est vraiment dans leur rôle parental, pour la sécurité De l'enfant. voilà, pour la sécurité de l'enfant. Alors, c'est vrai que pour le moment, on gère plusieurs départements, comme déjà en région parisienne, hein, il y a plusieurs départements. Pour les demandes, il y a des départements qui ont qui ont fait une petite feuille spéciale, hein, parce que pour des parents qui ont déjà la PCH et qui touchent déjà, par exemple, le forfait cécité, hein, qui ont des aides tous les mois, qui ont déjà des droits en cours, on ne va pas refaire le dossier, demander le certificat médical et tout, voilà. Alors, il y a des départements qui ont déjà fait un petit formulaire. Donc, on remplit ce formulaire, on met l'âge de l'enfant et puis évidemment, il faut joindre un acte de naissance, le livret de famille, voilà, hein, pour pouvoir évidemment prouver qu'on est parent de cet enfant et qu'on en a l'autorité parentale. Par contre, il y a des départements, il n'y a rien de prévu. Alors bon, moi je remplis le formulaire en mettant à la fin PCH aide à la parentalité. Je remplis quelque chose de simplifié, hein, et puis j'envoie quand même, évidemment, hein, l'acte de naissance avec filiation. Hein, c'est un acte intégral de naissance. Je mets aussi la photocopie du livret de famille, la carte d'invalidité des deux parents, voilà. Et puis je remplis une feuille par parent quand les deux parents sont handicapés, pour qu'ils aient chacun l'aide à la parentalité dans ce cas-là. Bon, voilà, je me débrouille un peu comme ça pour le moment parce que c'est pas encore très clair. Hein. Peut-être refaire un tour complet sur les volets. Les volets, voilà. Donc, je voulais vous dire quand même que pour cette aide à la parentalité, quand vous allez sur le site de l'AVH, dans le bandeau en haut, vous avez nos activités, nos services, vos besoins, nos activités. Vous avez ensuite l'onglet Connaître mes droits. Vous cliquez et là, vous avez tout ce qui concerne nos fiches sur toutes les allocations et notamment sur la prestation de compensation du handicap. Et vous avez tous les montants, les plafonds des allocations. D'accord? D'accord? Ensuite, on va parler des aides techniques.
Donc les aides techniques, c'est des aides qui visent évidemment à compenser la limitation d'activité rencontrée par la personne du fait de son handicap, hein. Donc c'est des équipements, systèmes techniques adaptés ou spécialement conçus dans notre cas, donc pour des personnes en situation de handicap visuel. L'usage doit être régulier et fréquent, hein, évidemment, voilà. Les aides techniques, elles doivent contribuer à maintenir ou améliorer l'autonomie de la personne pour une ou plusieurs activités. Voilà. On fait la demande au moment où on fait la demande. Nous, ce qu'on conseille quand même, c'est de pas demander au hasard. C'est souvent des aides, c'est souvent du matériel qui est cher, hein. Donc, ce qui est bien, c'est quand on peut tester, essayer le matériel avant pour voir ce qui est le plus adapté. Tenir compte aussi de des pathologies évolutives. Faut tenir compte de ça et puis après pouvoir prendre peut-être un matériel qui peut après basculer sur Oui, oui, c'est une aide vocale, hein, voilà, une lecture faire vocale, voilà. conseiller. Hein, donc toujours bien tester parce que quelquefois, moi, il y a des personnes qui disent: «Ah bah oui, je connais quelqu'un qui a la même chose que moi, qui a tel matériel». Je dis: «Mais il faut toujours essayer parce que même avec une pathologie identique, la situation n'est jamais la même». Mhm. Donc voilà, on fait la demande, on joint Devis. les devis. Alors normalement, les aides techniques, de la demande, on peut faire une demande tous les 3 ans et il y a un plafond de 3 960 € tous les 3 ans, en sachant que souvent, surtout pour une première demande, le plafond, ça dépasse les aides, les devis dépassent le plafond. Dans ces cas-là, on fait pour le reste à charge, il y a un reste à charge donc relativement important, hein, quand ça dépasse les plafonds. On sait qu'on peut faire une demande supplémentaire auprès du Fonds départemental de compensation. C'est vraiment individualisé en fonction de la situation financière de la personne. On va demander l'avis d'imposition, etc. Et en fonction de la situation financière de la personne, on va compenser le reste à charge. Il y a la mutuelle qui rentre en compte, la sécu, le département, voilà. Et souvent, la personne reste avec un reste à charge assez minime, hein, voilà. La crème solaire pour les albinos et tout ça, des trucs comme ça tombe plutôt dans. Ça n'ira pas dans les aides. Ok. Alors, faudrait essayer dans les aides exceptionnelles. D'accord. Moi, pas dans les aides techniques. Moi, je mettrais ça dans les aides exceptionnelles. Ou alors, par exemple, les piles pour les appareils auditifs. Mais je le mettrais plus dans les aides exceptionnelles. On est bien d'accord, hein, la MDPH prend les décisions, c'est le département qui paye. Alors souvent c'est un petit peu compliqué. Alors moi je ne sais pas si vous avez ces soucis-là, mais bon, on peut demander une fois qu'on a l'accord, hein, à ce que le montant des aides soit versé directement sur son compte, sur le compte de la personne, ou directement au fournisseur. Alors, si vous demandez à ce que ce soit financé sur votre compte, sur le compte personnel, le compte du bénéficiaire, ça veut dire que le bénéficiaire doit, parce qu'il faut fournir une facture acquittée, donc ça veut dire que le bénéficiaire doit avancer l'argent, ou alors il fait un chèque au fournisseur qui n'encaisse pas, qui encaisse uniquement quand l'argent est tombé est arrivé sur le compte en banque, ou alors c'est versé directement au fournisseur. Les aides animalières, non, ça, Euh, c'est pareil. les aides animalières, ça, c'est pour les personnes qui ont un chien guide, hein. Donc, c'est un forfait, hein, de 50 €. Ça n'a pas augmenté depuis le début, hein, jamais. Mais enfin bon, ce qu'il faut faire, c'est envoyer la carte d'identité du chien guide, hein. C'est 5 ans, c'est ça, c'est 5 ans. D'accord. Et là, on va passer aux aides aux surcoûts de transport. Alors, les surcoûts de transport, pour le handicap visuel, c'est évidemment les surcoûts liés au transport, hein. Ça ne va pas être l'aménagement du véhicule, étant donné que, ça peut concerner ou les transports adaptés, si vous avez chez vous des transports adaptés mis en place par le conseil départemental. Je ne sais pas si vous avez ça, hein, ou ça peut être chez nous des taxis également. Mais les surcoûts de transport, c'est pas par exemple pour les transports en commun ou le train que vous allez prendre ou non, c'est ou les transports adaptés ou des taxis. Par contre, comme les aides techniques, là, il faut fournir des justificatifs. Alors les aides pour le transport, c'est tous les 3 ans. C'est un maximum de 83 € par mois.
quand on fait la demande, enfin nous, en tout cas pour nous, c'est le cas. Moi, je dis aux personnes de garder quelques justificatifs. On fait une moyenne, hein, parce que c'est sur l'année, hein. C'est versé tous les mois, mais c'est une moyenne de l'année, hein. Donc, si la personne, par exemple, il y a des personnes qui ont par exemple une moyenne de 50 € par mois, hein, de surcoût de transport, que ce soit en prenant des transports adaptés. Chez nous, on a des transports qui s'appellent le PAM, hein. La demande doit être faite avant d'utiliser le transport ou bien après? Alors, bah, justement, c'est ça le problème. Si vous demandez avant, pour évaluer, ça va être compliqué parce que moi, c'est D'accord. quelquefois, je l'ai déjà fait ça, des personnes disent: «Voilà», mais ils me disent, voilà, mais vous évaluez sur la base de quoi? Alors, je dis: «Bah, oui». Alors, souvent, les personnes, elles n'ont pas gardé les tickets, même si elles utilisent des taxis, elles savaient pas, elles gardaient pas les tickets. Mais ils tiquent un petit peu pour accorder tout de suite 80 € par mois pour une personne qui a pas de preuves. Donc, souvent, quand je rencontre la personne, bah, je lui parle, hein, et elle me dit: «Ah bah oui, moi, je prends souvent des taxis, ou je prends souvent». Alors le PAM, c'est plus facile parce que, quand ils prennent les transports adaptés, il y a un système où, si vous voulez, ils reçoivent les factures de ce Oui, oui, PAM et ils payent en fin de mois. Donc ils les ont, les factures. Donc on peut les donner pour prouver, voilà, hein. Par contre, les taxis, ils gardent pas les tickets, les gens, évidemment. Avant de savoir, ils gardent pas les tickets. Alors je leur dis: «Écoutez, le temps». Parce qu'un dossier, je le fais jamais le jour même, hein, et il faut attendre le certificat médical, il faut tous les papiers, et cetera. Donc le temps que le dossier se fasse, je dis: «Bah, écoutez, là, les prochains taxis que vous prenez, vous gardez les petits tickets, vous les mettez dans une enveloppe, et puis moi, au moment où j'instruis la demande, hein, où je fais la demande de PCH, et ben, où je demande forfait cécité, etc., hein, voilà, et je demande en même temps les aides, et là, et je justifie en donnant les petits tickets et en expliquant. Alors souvent, ben, j'explique, hein, dans un courrier, ben, où j'explique. Vous savez, il y a toujours une petite partie où on peut expliquer sa situation en disant: voilà, j'ai gardé quelques tickets, mais d'abord c'est compliqué pour moi parce que je suis malvoyant, et puis je ne savais pas que cette aide existait, mais je prends des taxis à hauteur d'au moins 50 € mensuels, voilà. d'accord. Et puis ça passe mieux, Ça dépend des types de déplacements? quels que soient les déplacements. D'accord. Vous Alors, avez quand c'est pour aller au travail, on peut toujours demander au niveau de la GFIP, et on peut demander la prestation de compensation du handicap, hein, au niveau des aides pour le transport quand on prend un taxi, hein, toujours pareil, hein. Elle peut aller au-delà de 60 € par mois, de 80 € par mois, de 80 € mensuels. Quand c'est pour le travail, hein, et puis en complément de la GFIP, ou l'aide que pourra donner l'employeur, hein, quand c'est le cas. C'est le bon? volet d'aménagement Alors de logement, c'est alors l'aménagement du logement, c'est toujours, alors c'est pareil, là c'est, quand on a besoin de faire des travaux chez soi, mais toujours liés à l'accessibilité. Alors c'est vrai qu'une personne en situation de handicap visuel, et ben ça peut être, bah, malgré tout, bah, aménagé, ça peut être par exemple, bah, tout ce qui est sanitaire, hein, une douche, donc ça peut être une douche avec poignée, enfin bon, une douche, à l'italienne, et puis, ça peut être, j'ai eu des cas de personnes qui étaient très photophobes, qui étaient, très, très gênées par la lumière et qui avaient besoin de s'installer des stores, parce que chez eux, c'était trop lumineux et qu'ils avaient besoin de stores qui pouvaient un petit peu pour régler un petit peu, voilà. Ça peut être des lampes, adaptées pour des personnes qui, au contraire, ont besoin de beaucoup de lumière, ou des lampes, voilà. Ça peut être, voilà, tout ce qui est lié, au confort, de la personne, enfin, au niveau visuel, et à l'accessibilité. Ça peut être aussi, quand il y a des marches dangereuses, je sais pas moi, hein, un plan, incliné, voilà, hein. Donc il faut fournir des devis, et puis, c'est un volet qu'on utilise assez peu, nous. C'est beaucoup moins courant que le ouais, c'est reste. peut-être moins connu. Alors, aménagement du logement, c'est tous les 10 ans. C'est 10 000 € pour une période de 10 ans. Et il y a aussi, une aide attribuée pour le déménagement, qui est de 3 000 € pour une période de 10 ans. Ça, c'est important à savoir. Et donc les aides exceptionnelles. La MDPH, elle prendra pas en charge le PC, hein. Elle prend en charge les logiciels adaptés. Mais elle va pas prendre en charge votre ordinateur, parce qu'on estime qu'un ordinateur, tout le monde en a besoin. Mais on va prendre en charge les logiciels adaptés. Pareil pour les smartphones. Ou alors, il y a des smartphones qui sont bien pris en charge parce qu'ils sont vraiment adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Voilà, comme le Voxy One et Voilà, exactement. voilà. Donc là, parce que c'est vraiment, donc là, ce sera bien mieux pris en charge. Alors, pour les critères d'âge, c'est donc avant l'âge de 60 ans, sauf, il y a deux dérogations.
pour les personnes qui travaillent au-delà de 60 ans, et maintenant il y en a de plus en plus, des personnes qui travaillent jusqu'à 60, d'ailleurs l'âge légal de la retraite étant à 62 ans. Ces personnes-là peuvent demander à bénéficier de la PCH. Et puis les personnes qui peuvent prouver qu'elles étaient handicapées visuelles avant 60 ans, parce qu'il y a des personnes qui avaient un handicap visuel mais qui n'ont jamais rien demandé. Elles peuvent effectivement bénéficier de la PCH parce que le handicap est apparu avant 60 ans, mais attention, hein, il faut pouvoir prouver qu'on était éligible à la PCH avant cet âge. Oui, alors les personnes qui justement peuvent prouver qu'elles étaient handicapées avant 60 ans, hein, mais qui n'avaient jamais fait de demande. Avant, il y avait une limite d'âge pour demander, la limite d'âge pour demander 75 ans. Maintenant, c'est fini. Elles peuvent demander n'importe quand. C'est-à-dire qu'une personne, vous rencontrez, enfin même une personne de 80 ans qui peut prouver qu'elle était, moi j'en ai, qui n'ont jamais rien demandé, mais qui étaient aveugles bien avant 60 ans. Si on peut prouver qu'elles étaient aveugles avant 60 ans, même si elles ont 80 ans, elles peuvent demander la PCH. La PCH, elle est versée une fois que vous l'avez et que vous remplissez toujours les critères quand vous faites vos renouvellements. La PCH, il n'y a pas de limite d'âge. Une fois que vous l'avez et que vous remplissez les conditions, elle est versée ad vitam aeternam. Alors, je voulais vous parler aussi des aides exceptionnelles. Parce que les aides exceptionnelles, justement, on peut demander des aides exceptionnelles. C'est tout ce qui est justement exceptionnel, comme disait, je pense que c'était Alex qui me parlait de la crème pour les personnes albinos. Ça peut être aussi, nous, ils prennent en charge des cours d'informatique adaptés ou des cours de locomotion. Parce qu'il y a des personnes qui, même en ayant fait une rééducation dans un centre adapté, pris en charge par la Sécu et tout, après qui ont besoin de cours de locomotion, par exemple, je donne un exemple, mais autour de leur domicile, ou pour apprendre vraiment un trajet particulier quand ils vont travailler, etc., et qui ont besoin de cours de locomotion complémentaires. Et là, on donne le devis et puis on fait la demande au niveau de la PCH pour les personnes qui ouvrent droit à la PCH, évidemment, au titre des aides exceptionnelles. Et pareil pour les cours d'informatique adaptés. Vous savez, quand vous faites l'acquisition de matériel informatique, quelquefois il y a les fournisseurs, ils vous facturent ou une prise en main. Ou l'installation du matériel. Oui. Et puis quelquefois c'est assez cher. Moi je sais pas, mais bon il y en a, voilà. Donc ça vous fait du style. Quelquefois ils prennent 1 000 €. Voilà. Et ben là vous pouvez le demander. Donc le remboursement c'est de 75% du coût. Le montant maximum attribuable c'est 1 800 € pour toute période de 3 ans. Faut pas hésiter à demander, ou même quand on sait pas trop, on demande et puis voilà, ça passe ou ça passe pas. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez toujours aller sur nos fiches parce qu'il y a des fiches simplifiées, des fiches qui sont un peu plus qui ont été faites par notre juriste, donc qui sont plus complètes et beaucoup plus techniques. Et puis vous avez notre foire aux questions où il y a plein de questions sur la PCH qui peut répondre à des. Ça va, c'est bon? Eh ben merci à tous. Et puis n'hésitez pas. Je suis à votre disposition s'il y a besoin de nouveau d'une petite réunion informative comme ça sur telle ou telle prestation. Il n'y a pas de problème.